believe you better get superstitious. Ask my sister. She's vicious. I put a spell on you. And now you're mine. Bonjour tout le monde, joyeux Halloween! C'est la première fois que j'arrive à faire un vlog en temps et en heure pour Halloween. D'habitude, j'essaye de faire des vidéos, pas forcément des vlogs, mais des vidéos en général sur Halloween. Et à chaque fois, mon planning est pas bon et donc du coup, ça ne sort pas. Cette année, pour le coup, j'ai quelque chose qui m'a permis d'être à l'heure, c'est qu'il y a une suite qui est sortie à un film sur le thème d'Halloween que je connais et que j'apprécie depuis que je suis un petit gamin. On va donc parler aujourd'hui de la duologie, désormais, Hocus Pocus. On va commencer du coup par l'original, évidemment, sorti en 1993 aux États-Unis, 94 chez nous, janvier 94. C'est encore l'époque où les dates de sortie c'était catastrophique. Réalisé par Kenny Ortega. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Max qui débarque à Salem avec sa famille qui vient de déménager, sa petite sœur notamment, et qui, le soir d'Halloween, pour essayer de briller devant la jeune fille qui l'attire dans sa classe, allume la bougie noire qui permet de faire revenir les 3 sœurs Sanderson, 3 sorcières exécutées il y a plus de 3 siècles, qui vont évidemment revenir un petit peu vénères et qui vont essayer de reprendre le pouvoir, notamment en aspirant l'énergie vitale de tous les enfants de Salem, ce qui leur permettra à la fois de rajeunir et de vivre éternellement. Un film que j'ai sans doute beaucoup apprécié pour la quantité de camp qu'il y a dedans. Le camp, c'est très orienté vers la communauté homosexuelle et LGBT en général. Il y a souvent des drag queens et des personnages qui sont qui s'expriment énormément, très facilement. On peut dire par exemple que merde, comment elle s'appelle la méchante dans Ursula? Dans La Petite Sirène, par exemple, c'est du camp. Typiquement, c'est comme ça qu'on a parlé du camp. And don't underestimate the importance of body language. Et c'est complètement une ode au camp, jusqu'au fait que l'actrice qui joue Winifred, la sorcière principale, soit jouée par Bette Midler, qui est une icône LGBT depuis des années, qui avait fait de la musique qui passe souvent en club, normalement. Et elle a totalement imbué ce souffle dans le film. Elle est pas la seule responsable, cela dit, parce que c'est très drôle. En revoyant, là, maintenant, pour cette vidéo, ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu? 2-3 ans que je l'avais pas vu Hocus Pocus? En regardant le style du film, et notamment avec le passage le plus culte du film, qui est le passage I Put a Spell on You, la comédie musicale. I put a spell on you. And now you're gone. J'ai regardé le truc et je me suis dit, en fait, ça me fait penser à The Rocky Horror Picture Show, mais version Halloween et pour des gamins en fait. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. C'est un peu le même truc. Par exemple, tout le monde est complètement obsédé sexuel pendant tout le film, ce qui est très bizarre pour un film Disney. Tout le monde n'arrête pas de parler du fait que le personnage principal soit puceau. Max likes your yabbos. In fact, he loves them. And he's a virgin. Are you a virgin? Yeah. Really? Et déjà, ce focus sur la sexualité alors qu'on est en train de parler d'adolescents, ça fait très, justement, Rocky Horror Picture Show, confronter quelque chose de genre, la fantasy ici, et non pas la science-fiction comme pour Rocky Horror Picture Show. On va voir qu'à l'époque du Rocky Horror Picture Show, c'était un peu mélangé. Et le mélanger à du sexe, déjà, et du camp, avec le côté musical, du coup, de Bette Midler. Et ce qui est très drôle, c'est que je me suis renseigné, du coup, sur Kenny Ortega avant d'enregistrer ce vlog. Et non seulement il est parti faire beaucoup de comédies musicales chez Disney, il a fait notamment les 3 High School Musical, et il a fait les 3 Descendants, je crois que c'est des films, sans doute comédies musicales sur les enfants des méchants, je crois. Et notamment, il a fait en 2016 un remake de The Rocky Horror Picture Show, qui est pas terrible du tout d'ailleurs, si j'en ai de bons souvenirs, je l'avais déjà vu passer à l'époque, quand il est sorti, qui montre bien qu'en fait, il a vraiment cette fascination pour le Rocky Horror Picture Show, notamment pour les comédies musicales, manifestement, vu qu'il a fait High School Musical et tout le bordel, mais aussi pour tout le côté camp et codé LGBT, donc. Et du coup, en fait, je me rends compte, c'est presque un Rocky Horror Picture Show junior, quoi. C'est mon premier Rocky Horror Picture Show, presque. Et c'est un film qui est génial pour te transmettre, justement, le goût de ces acteurs qui cabotinent à mort et de ce côté assez camp, justement, des sorcières. Parce que c'est ce qui fait le charme absolu du film.
Le film en lui-même est très années 90, il y a beaucoup de clichés habituels de cette époque-là, le gamin qui emménage dans une nouvelle ville, c'était le gros problème de cette époque, avant qu'on en arrive aux parents divorcés qui sont devenus le gros problème des années 90. On a les bullies, évidemment, les brutes qui poursuivent le personnage et qui sont plutôt parodiques, qui ressemblent pas, qui sont pas très réalistes non plus. Donc c'est assez classique dans le scénario, mais dans ce que ça propose, c'est original parce que quoi que ça propose, le film décide d'y aller à 200%. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est énervé, que j'ai ce réflexe de souvent dire plus que 100%. Parce qu'au cas où il ne serait pas, c'est pas parce que tu fais un rapport sur 100 que tu peux pas dépasser 100. Tu peux faire plus que 100%, et justement, c'est ça qui peut être drôle. Et là, typiquement, c'est le truc de Hocus Pocus, c'est d'y aller à 200%. Quand le moindre mouvement des sorcières est chorégraphié, et c'est pas chorégraphié juste avec une sorcière, c'est chorégraphié avec les trois. C'est quand il y en a une qui fait un mouvement, il y en a une deuxième à côté qui fait un mouvement qui correspond, il y en a une troisième derrière qui fait autre chose, ou qui ajoute au truc, mais puis parfois qui fait autre chose pour ajouter encore un sketch au truc. Et à chaque fois qu'elles disent quelque chose, à chaque fois qu'elles bougent, elles font le geste à 200%. À chaque fois qu'elle appelle son grimoire, c'est pas Book, viens ici, c'est Book. Ça, vraiment, elle sort un énorme truc comme ça. Et même quand elle est dépressive, par exemple, quand elle est déprimée à 200%. C'est This is the end, we are doomed. Avec le doomed qui dure super longtemps. This is the end. No. I feel it. Okay. We are doomed. Elles ont le roulement des R, du coup, pour avoir le côté un peu vieux colon, sans doute un accent un peu irlandais ou un truc dans ce genre-là, qui roule les R, qui dit des thou au lieu de you, des trucs dans ce genre-là, et elles en profitent à fond justement avec ce genre de dialogue pour en faire des caisses. Et donc évidemment la principale c'est Bette Midler, qui est vraiment un numéro, quoi, qui est vraiment le truc absolu. Il y a la deuxième qui est jouée par Sarah Jessica Parker. Moi, c'est là-dedans que j'avais découvert Sarah Jessica Parker, qui elle aussi va être une icône un peu LGBT par la suite avec Sex and the City. Il m'a fallu longtemps d'ailleurs pour comprendre quand j'ai vu découvrir Sex and the City que c'était la même nana qui jouait du coup la sorcière dans Hocus Pocus. Et là aussi, le personnage est génial. Alors, elle joue beaucoup elle est vraiment, c'est la blonde. C'est vraiment la blonde. Elle est conne. Et elle ne pense qu'au mec. Et en un sens, ça fait beaucoup penser à ce qu'a incarné Sarah Jessica Parker ensuite pour le reste de sa vie avec Sex and the City, quoi. C'est littéralement Carrie Bradshaw dans le film, quoi. C'est des garçons. Elle fait des gros machins comme ça avec des grands sourires et puis elle arrête pas de minauder dans tous les sens, etc. I am beautiful. Boys will love me. Elle est l'incarnation absolue de la pouffe qui a le feu au cul. Et puis évidemment tout son jeu corporel, sa façon de toujours s'étirer dans tous les sens et de faire des machins, enfin, c'est d'être le plus sexualisé possible finalement. Et alors la troisième, j'oublie toujours son nom, elle s'appelle Kathy Najimy, je savais même pas, à vrai dire. C'est très drôle parce que donc les actrices cabotinent, et je sais pas s'il y a un jeu de mots, enfin je crois pas qu'on utilise quoi que ce soit qui ait un rapport avec cabotiner. Un cabot c'est un chien. Et je sais pas si en anglais le terme équivalent, je crois pas que ça ait un rapport avec le chien ou quoi que ce soit, mais elle joue quasi un chien dans ce truc. Elle a l'air d'être un petit peu retardée mentalement, et il lui arrive très souvent d'aboyer. C'est très très space. Donc les trois sœurs sont géniales et en font des caisses, et notamment, c'est ça qui est génial avec ce film, elles kiffent être des méchantes. Et c'est vraiment un truc qui manque pas mal dans les films d'aujourd'hui, y compris dans la suite. D'ailleurs, on en parlera après de la suite, mais la suite a fait ce truc habituel de Disney, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de méchants chez Disney. Ils ont tous des raisons, en fait, d'être partis du mauvais côté, et ils sont tous beaucoup plus gentils que ça au fond d'eux. On a souvent reproché le côté manichéen des histoires de Disney, mais le manichéisme, c'est pas un mal en termes de narration. C'est un mal en termes de vision du monde. Mais en termes de narration, c'est très pratique d'avoir un ennemi très clair, un méchant très clair, etc. Ça te donne très envie de voir le gentil réussir et le méchant être battu. Ou parfois, ça te fait apprécier le côté camp et très très exagéré du méchant. Elles sont tellement heureuses de retirer la vie des enfants, elles sont tellement heureuses de menacer de mort, elles sont tellement heureuses de tout ça. Mais bien sûr, il n'y a pas que les sorcières qui sont à 200%, le film entier est à 200%, la mise en scène est à 200%. Il y a un truc tout con, mais il y a un moment où les sorcières récupèrent leur fameux grimoire, parce qu'elles ont besoin de leur grimoire pour avoir leur sortilège et leur potion, et elles sortent d'une maison, et elles pourraient simplement sortir par le trou de la fenêtre, l'encadrement de la fenêtre, et non, elles font exploser la petite tour sur laquelle il y a la fenêtre, et t'as l'explosion gigantesque sur le truc, etc. Tout doit aller à 200%. Quand Winifred se casse la gueule de son balai et tombe par terre, elle tombe avec la grosse forme
imprimé dans le sol et dans l'herbe en dessous, vous savez, vraiment le truc cartoon. La caméra va constamment être en mouvement, par exemple. Va souvent y avoir un plan, même un plan, un tout petit plan, genre, il y a un plan où on démarre dans la chambre de Max, il y a un gros plan sur le fameux grimoire de la sorcière, et la caméra se recule un petit peu, juste pour pouvoir faire un panoramique et pouvoir, en plus du grimoire, capter Max et Allison, qui sont sur le lit. Et la caméra, comme ça, va constamment être en mouvement et va constamment essayer de faire des mouvements qui marquent aussi un sentiment de grandiose, essayer aussi de faire des plans qui sont assez larges. Par exemple, le film va au max. Ce qui se retrouve évidemment également dans les morceaux de comédie musicale, qui sont extrêmement dynamiques. Encore une fois, le mec est très fan de comédie musicale, il a fait quasi que ça ensuite. Donc c'est vraiment un aspect très bien réussi et très marqué du film. Il exagère également dans le côté magique, elles envoient des pouvoirs un peu partout, etc. Et il y a beaucoup d'effets spéciaux pour pouvoir leur donner vie. C'est les effets spéciaux de l'époque, donc c'est de l'effet spécial peint à la main sur de la pellicule. Faut reconnaître, cela dit, que les passages en balai volant sont plutôt pas mal faits et bien intégrés. Ça a quand même pas trop mal vieilli. Tu vois, par exemple, t'as pas cette petite ligne de contour noir qu'il y a souvent autour des personnages qui sont intégrés ensuite en 3D ou en 3D, qui sont intégrés du coup incrustés à partir de leur fond bleu ou fond vert. Et là du coup donc on l'a pas, donc ça marche plutôt bien, la lumière est plutôt raccord également. Il y a aussi les VFX qui en font un max, notamment avec le chat Binks, qui est un des premiers animaux réalisés en effets spéciaux de l'histoire du cinéma. 93, alors on était juste après Jurassic Park, mais c'est encore plus compliqué que Jurassic Park parce que justement c'est un chat, il y a du poil. Et en vérité, je crois qu'ils ont projeté une image d'un vrai chat sur un visage 3D, parce que je crois que dans certains plans, tu te rends compte que la tête du chat est très très nette, et dès que tu dépasses la tête, les poils deviennent plus touffus et plus flous, etc. Et donc tu vois qu'il y a un petit truc d'incrustation. Mais honnêtement, pour l'époque, ça marchait très très bien. Faut aussi dire que à cette époque-là, comme il y avait très peu d'effets spéciaux dans le film, tu pouvais mettre tout le temps nécessaire sur les quelques plans que t'avais pour les faire le mieux possible. Et notamment, ce qu'ils ont utilisé pour s'en sortir dans celui-ci, c'était de mettre le chat le plus possible dans l'ombre, et c'est un chat noir de base. Donc un chat noir dans l'ombre, avec un étalonnage un petit peu poussé, tu peux mettre à peu près tout dans le noir profond, et du coup, tu vois plus trop les détails, et tu peux te permettre d'avoir un effet spécial 3D qui passe plutôt bien. Mais même l'animation est pas trop mal, je le trouve un peu mou maintenant, quand je regarde le truc. On animerait ça plus vite aujourd'hui, mais ça marche quand même plutôt très bien pour l'époque. Il y en a qui sont un peu moins évidents. Il y a notamment le moment où les sorcières partent en fumée et tu les vois sortir par le conduit de la cheminée et tu vois tellement qu'il y a un calque 2D qu'on est en train de tordre et de distordre sur les côtés pour essayer de donner l'impression que la fumée est en train de partir d'un côté, etc. Alors que tu vois très très bien que c'est juste le calque qui est en train d'être étiré et c'est assez moche. Donc évidemment tout peut pas être au max, bien sûr, mais quand même, les 3/4 des éléments du film sont à 200%, notamment dans la réalisation. Les maquillages aussi sont évidemment très poussés. Il y a Doc Jones, acteur dans des prothèses très connu, qui joue un zombie, je sais plus comment ça s'appelle, Billy Butcherson. Et donc là aussi, le truc est très bien fait. Et là aussi, on le voit très loin. Il a les lèvres cousues. Il va réussir à s'ouvrir les lèvres au bout d'un moment avec un canif, et quand il s'ouvre les lèvres, t'as des petites, je sais pas, des papillons, des mites, des petits trucs. Enfin, il avait un truc qui était dans la bouche, et tu vois les trucs s'envoler quand il ouvre la bouche, et ça a l'air d'être pratique, quoi. Enfin, ça a l'air d'être un effet pratique. Il s'est vraiment foutu des trucs dans la bouche, des papillons, et il a ouvert la bouche, et les trucs se sont envolés quand il a ouvert la bouche. C'est, je sais pas si je l'aurais fait. Le film accepte d'être sombre, de la même façon qu'il accepte de parler frontalement de sexualité en parlant du puceau et tout le bordel. Mais du coup, le film arrive à être frontal avec les éléments d'horreur et se rappelle qu'il est un film d'Halloween, donc il va parler de la mort. On a un chat écrasé dans ce film. C'est ce qui est terrible à regarder, mais surtout quand t'as perdu toi ton chat. Mais pour le coup, je l'ai pas perdu écrasé, donc heureusement j'ai déjà ça. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est horrible, quand tu vois un chat écrasé au milieu de la route avec vraiment le ventre tout plat et tout le bordel. Heureusement après t'as le côté magique avec le chat qui revient. Mais vraiment c'est ça, quoi. C'est pour montrer, le film est direct aussi avec les éléments horrifiques. Tu vois les sœurs être pendues par exemple aussi. Enfin tu vois, il y a tout un tas d'allusions à la mort qui sont très claires et très directes. Donc c'est vrai que c'est un film qui est ultra appréciable pour tout ça, quoi. C'est un film qui est fun, qui reconnaît quand même qu'il est un film Halloween et qui doit se concentrer sur un élément d'horreur. C'est un film qui est camp, c'est un film qui est rempli jusqu'aux yeux, qui en fait des caisses à 200%, comme je le dis donc souvent, ce qui fait qu'on s'en souvient des années ensuite, et éventuellement qu'on a envie d'en voir une suite.
Et donc, pour ce qui est de la suite, Hocus Pocus 2, donc, est écrit par Kenny Ortega, le réalisateur du premier film. Donc, tu sais au moins qu'il y a ça dans le respect du ton original de l'écriture. C'est, je crois pas qu'il l'avait écrit le premier. Non, il avait pas écrit le premier, mais il a écrit le deuxième, donc. Mais du coup, comme c'est le réalisateur, c'est lui qui a mis le ton au film, et donc tu dis, on va pouvoir retrouver le ton, quoi. Et donc, pour ce Hocus Pocus 2, réalisé cette fois-ci par Anne Fletcher, l'histoire de cette suite, c'est que 3 jeunes filles, 2 à vrai dire, mais elles sont 3 au final dans le scénario, il y a une de leurs potes avec laquelle elles sont un peu en froid au début du film, ces 3 jeunes filles ont un petit délire de sorcellerie et vont régulièrement dans le magasin qui a été installé dans l'ancienne maison des sœurs Sanderson, et le jour des 16 ans de l'une d'elles, qui correspond également au jour d'Halloween, le vendeur lui vend sans qu'elle le sache la bougie noire des sœurs Sanderson afin qu'elle les ramène à la vie. Elles vont donc revenir et cette fois-ci, au lieu de vouloir aspirer la magie des enfants, elles vont vouloir essayer de se venger des descendants de la famille qui les a fait exclure de la ville de Salem et essayer d'obtenir un pouvoir ultime qui leur permettra de ne plus avoir à être soumises à ce genre de rituels et trucs dans ce genre-là, d'être simplement être les sorcières les plus puissantes de l'univers. Et cette suite, pour le coup, aussi surprenant que ça puisse paraître, elle est bonne. C'est ça qui est incroyable. Elle est bonne. J'ai eu peur rapidement au début quand les sœurs Sanderson reviennent parce que dès qu'elles débarquent, elles se mettent à faire un numéro de comédie musicale. Et je me suis dit, d'accord. Donc en fait, comme il y a un numéro de comédie musicale qui est bien connu dans le premier, ils vont en foutre partout dans celui-ci. Et plus ou moins, mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, elles commencent à chanter justement quand elles débarquent. Et t'as les gamines qui reconnaissent les sœurs Sanderson et qui commencent à s'enfuir du coup dans la forêt. Et tu entends derrière les 3 sœurs qui sont en train de faire leur numéro et leur chorégraphie, en train de chanter et tout, mais tu les vois pas en fait. Pendant très longtemps, elles sont hors champ. Et du coup, t'as les gamines qui sont en train de parler entre elles, en train de faire plein d'échanges, etc. Et au bout d'un moment, t'as les gamines qui se regardent et qui font « Mais enfin, mais pour qui est-ce qu'elles font un show comme ça ?» Et d'un seul coup, t'as un cut sur là où elles courent et t'as une des sorcières qui est juste en face et qui fait « Pour toi !» Who are they performing for? C'est vachement bien trouvé en fait. J'ai vraiment retrouvé le ton de l'original et en même temps c'est pas un de ces putains de remakes qui refont exactement la même chose. Ils reproduisent la même formule étape par étape. C'est pour le coup une suite qui respecte bien le ton de l'original. J'ai juste repéré un excès dans le film qui est lié à un cliché habituel de Disney du coup dans ces films modernes qui parlent de méchants. Notamment. Le film commence, comme le premier, avec une séquence qui se déroule dans l'ancien temps, l'ancienne époque, avec les sœurs Sanderson, pour le coup encore plus jeunes qu'elles ne l'étaient dans le flash qu'on avait vu avant, puisque le flashback qu'on avait vu dans le premier film, c'était leur mort, et là, c'est quasi leur naissance. Elles vivent dans un petit village, en fait, où elles sont maltraitées par les villageois pour être un peu étranges, mais aussi parce qu'elles sont des petites filles, des jeunes filles, et on attend donc un certain nombre de choses d'elles en fonction de leur âge. Et donc c'est là le côté habituel de Disney. En gros, les sœurs Sanderson, elles sont pas méchantes, c'est juste que le patriarcat, vous comprenez. Et du coup, elles ont décidé de devenir sorcières et d'aspirer la vie des enfants. Et How dare thou say so? She cannot speak that way to a man. bon, alors je vous rassure, c'est pas le genre de film où tous les mecs sont des salauds, etc., etc. Il y a un mec qui est le gars qui gère le magasin donc de sorcellerie et qui donc arnaque les filles en leur filant la bougie, qui pourrait du coup être un méchant, mais qui au final est quand même plutôt rigolo et plutôt sympathique. Il a pas forcément des envies, enfin des souhaits particulièrement maléfiques et néfastes à réaliser auprès des sœurs. C'est juste qu'il est fan de magie, il a vraiment très envie de les rencontrer. Mais il a pas mal de petites répliques sympathiques. Il y a un moment où il y a des gamins qui sont en train de taper sur la vitre où il y a le bouquin maléfique qui est enfermé. Hey, you don't taunt the devil book? Là où j'excuse cette erreur, cet écart sur leur chemin, c'est que c'est très très bien fait parce que notamment, donc en fait elles sont très très jeunes. Elles ont 16 ans, notamment dans le film. Elles font beaucoup plus jeunes que 16 ans. Quand j'ai entendu le personnage dire, peut-être qu'il y en a qu'une seule des 3 qui a 16 ans, mais j'en vois aucune des 3 qui pourrait être assez vieille pour avoir 16 ans. Enfin, elles ont toutes l'air d'avoir à peine 12 ans. Mais il y en a une qui doit avoir 16 ans, et donc le révérend veut qu'elle se marie avec son fils, je crois, ou dans ce genre-là. Et quand elle dit qu'elle refuse de l'épouser, Winifred, t'as le gamin qui est derrière et qui fait « Oh, praise God !» No. Oh, praise God. Les autres personnages sont assez appréciables, assez sympathiques. Je les ai trouvés toutes plutôt, parce que c'est des filles, assez attachantes. Et elles ont toute une histoire qui est plutôt originale. Il y en a aucune
qui est le personnage de Max réadapté avec simplement une couleur de peau différente. Il y a une nana qui ressemble plus ou moins au personnage que jouait Vanessa Shaw dans le premier film. Je me souviens jamais du nom de son personnage. Je me souviens de son nom à elle, mais je me souviens jamais du nom de son personnage. Qui, contrairement à ce personnage-là, n'a pas le droit d'être de trop faire la fête, alors que l'autre, elle faisait la fête comme elle voulait. C'était pas sa fête à elle, mais enfin, elle faisait la fête comme elle voulait chez elle. Donc il y a des petites modifications comme ça. Aucune histoire n'est vraiment juste, on reprend le truc d'avant et on la resserre la même soupe. Un tout petit peu réchauffé, quoi. Au moins, chaque personnage a son histoire, son truc à présenter. Par exemple, la troisième, elle a un copain déjà avec qui elle est, et naturellement, ça en fait un personnage différent de tous les personnages qui étaient dans le premier Hocus Pocus, parce que dans le premier Hocus Pocus, personne n'était en couple. C'est intéressant d'ailleurs, elle sort avec un mec qui est adorablement débile. J'aime bien ce nouveau cliché qui commence un peu à apparaître dans certains films modernes. L'adorable débile qui a parfois un comportement un petit peu de branleur, mais qui s'en rend à peine compte justement parce qu'il est pas juste un petit peu con. Et j'aime beaucoup ce nouvel archétype de personnage. Il y a un truc que je trouvais bizarre, c'est que je sais pas où sont les parents de ces gamines. On sait où est le père du coup de la troisième, mais les deux autres, je crois qu'on voit jamais leurs parents. Et tu dis des fois, vous avez des parents? Pourquoi vous êtes autant les laisser abandonner à vous-même comme ça? Et puis dernier petit truc au niveau de ce qui revient, mais du fait que ce soit pas une répétition, j'avais très peur qu'ils répètent le truc de Binks. Donc le chat en effets spéciaux du film original, qui a beaucoup marqué du coup à l'époque, mais qui a aucune raison de se retrouver dans un nouveau film, puisqu'il a eu son happy end à la fin du film précédent. Donc quand j'ai vu Binks dans l'abonnement, je me suis dit, pourquoi Binks est encore là? Pourquoi est-ce qu'il y a encore... Et c'est là qu'ils sont intelligents, c'est qu'en fait, c'est juste un chat noir. C'est pas Binks, il y a pas d'histoire cachée, il y a pas de machin ou quelque chose, c'est vraiment juste un chat noir en fait. Et du coup, rien que ça, par exemple, ça montre qu'ils l'ont fait avec pas mal de respect. Et que ça donne du coup une suite qui est plutôt intéressante et qui marche plutôt bien. Dans les points vraiment ultra positifs du film, du coup je vais faire ça, je vais évoquer les points positifs et les points négatifs ensuite. Dans les gros points positifs, très positifs, il y a à nouveau le jeu des actrices. Mais je ne parle pas que de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy. Toutes les actrices sont géniales, et notamment les trois gamines qui jouent les sœurs Sanderson quand elles sont plus jeunes, qui les jouent vers 10 et quelques années. Elles sont incroyables, ces gamines. C'est déjà gérer du jeu camp quand t'es adulte, c'est pas évident, c'est facile de partir un petit peu trop loin, de faire un truc qui n'a plus l'air crédible du coup. Mais alors là, t'as vraiment l'impression déjà qu'elles reproduisent parfaitement le jeu des trois autres. Thou art most wicked, Winnie. Only a truly wretched man can make me say such things. Oh, it was my favorite play. Et surtout, elles le jouent extrêmement bien, quoi. Elles sont irréprochables en termes de jeu. Enfin, vraiment, les gamines jouent extrêmement bien. Les actrices, notamment les trois actrices qui jouent les sœurs Sanderson, qui ne sont visibles qu'au tout début du film, excellentes. Vraiment excellentes. Parmi les choses qui sont réussies, je l'ai évoqué très rapidement avec le mec qui tient le magasin, il y a l'humour qui marche très bien. Enfin, la plupart des blagues sont excellentes. Le film est assez conscient de lui-même et de ce qu'est l'original et trouve de bonnes façons de réinterpréter le truc. Il y a un moment où elles arrivent sur scène, parce qu'évidemment elles vont faire une comédie musicale, une vraie, pas juste celle quand elles débarquent. C'est un concours en gros de costumes, de cosplay des sœurs Sanderson, parce que depuis qu'elles sont venues la dernière fois, c'est devenu encore plus culte. Et notamment dans le groupe, il y a plusieurs mecs qui sont soit juste des mecs déguisés en meufs parce que ça les fait marrer, et il y en a aussi qui font un peu côté drag queen. Et sachant ce que représente Bette Midler, quand t'as Bette Midler qui vient la voir et qui se rapproche, qui lui fait une petite remarque sur cette tenue, un truc dans ce genre-là, encore une fois, ultra queer-codé dans le truc. Donc ouais, l'humour est excellent. Il y a des blagues qui sont juste des blagues visuelles, mais qui marchent super bien. T'as un moment où t'as les jeunes sorcières, donc les trois jeunes filles, qui essayent de trouver le grimoire des sœurs Sanderson, qui est rangé dans un coin, et vous savez, le grimoire est conscient, et il a des yeux, du coup, qui bougent. Et il y a tout un moment où elle le cherche dans une étagère, et t'as un gros plan sur le livre, et t'as une petite goutte de sueur sur le côté, sur le cuir du livre qui est en train de dépasser. Il y a pas mal de petites répliques. Comme je vous ai dit, le mec qui parlait de ne pas chercher le livre maléfique. Et t'as une des deux gamines, à un moment, qui sort une réplique, c'est écoute, si une bougie peut ramener les morts, pourquoi est-ce qu'un pot pourri ne pourrait pas ramener l'escalier? Enfin, j'aime bien la phrase, la logique est complètement absurde, c'est le fait d'utiliser le mot pot pourri, enfin c'est un mot qui est presque absurde en lui-même, au fait, de pot pourri. Spread out. Je trouve que l'humour marche extrêmement bien, et
c'est c'est tout à l'honneur du travail en général sur le script. Le script est bon. Mais étonnamment bon, quoi. C'est bien présenté, tu prends le temps de mettre en place les enjeux, la raison de faire revenir les sœurs, les moyens qui vont être utilisés pour lutter contre elles, ce qui va se développer dans l'histoire, les retournements. Je trouvais que c'était vraiment très très bien foutu. Et notamment, il y a un retournement que j'ai pas vu venir du tout. Je veux pas vous en dire plus parce que je risquerais de vous gâcher la blague. Et la blague m'a vraiment fait marrer, mais quand en plus la blague est arrivée, je me suis dit, attends, mais c'était un super setup payoff, ce truc, c'était vachement bien cherché et tout. Donc voilà. Et ce qui est drôle en plus, c'est que ce sketch à la base est une évolution sur le sketch qui était dans le premier, mais justement, ils ont trouvé le moyen à la fois d'en faire un nouveau qui est aussi drôle, mais qui en plus permet d'ajouter quelque chose en plus au niveau du script. Donc c'est vraiment, là, avec ce genre de trouvailles, tu sens que c'est quelqu'un qui avait eu une idée pour faire une suite. Ça, pour le coup, ça marche extrêmement bien. Donc, script et humour, nickel. Et la gestion de la caméra aussi est très similaire à celle du premier film. La caméra va souvent être dynamique, souvent être en mouvement, et va souvent permettre d'obtenir des plans qui sont plutôt intéressants. Dans les derniers bons trucs aussi, j'aimais beaucoup tout le truc avec l'escalier qui disparaît, etc. Enfin, je trouvais que c'était vachement bien rendu dans le film et que j'ai juste pas l'habitude de voir ça. Enfin bon, bref, je trouvais que c'était très bien fait. Par contre, il y a quand même effectivement des choses qui sont un peu moins réussies. Par exemple, ces fameuses comédies musicales, parce qu'elles en font donc une, voire deux, peut-être trois, je sais plus, mais il me semble qu'il y a le générique de fin. Mais il y a 2 comédies musicales dans le film. Et elles sont pas ouf. Yeah, the witches are back. Stone Cold Meanies. How is this happening? One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya. Aucune n'est vraiment ouf. C'est comme I Put a Spell on You, c'est des reprises d'autres chansons, mais on remet aussi beaucoup des paroles de l'original parce que on sait que certaines paroles de l'original ont bien plu. I say into I, alpha, maybe up and down. In cover, Koriyama, hey, ha! Mais c'est plus la même musique et ça passe un peu moins bien. Je trouvais que pour le coup, c'était le seul truc qui était passé pas terrible, c'était les scènes de comédie musicale. La première d'introduction, elle est drôle parce qu'elle est faite pour être mise hors champ et donc c'est ça la blague du truc. Mais la deuxième, qui est la vraie comédie musicale, je trouvais que c'était un peu mou, quoi. Ils auraient pu faire un petit peu mieux. Et d'ailleurs, cette comédie musicale dure pas longtemps du tout. La scène I Put a Spell on You, elle fait 1 minute complète, je pense, 1 minute 30. Celle-ci, il y a genre un refrain, un couplet, et c'est bon, c'est fini, et on passe à la suite, quoi. Donc ils se sont rendus compte quand même que ils avaient sans doute pas retrouvé toute la magie à ce niveau-là, dans cette scène-là, avec la comédie musicale, et qu'il valait mieux pas trop traîner dessus non plus, quoi. Mais donc ouais, c'est vrai que la petite scène de comédie musicale est pas ouf. Et comme on est sur la réalisation, les séquences de vol sur balai, celles de l'original sont mieux. Vraiment, celles de l'original sont plus convaincantes. Limite, je me demande s'ils ont pas fait exprès de les salir un peu pour faire un côté un peu rétro, un peu vieillot et un peu on remet l'ancien, quoi, de la même façon qu'ils remettent les images du premier film dans celui-ci. Peut-être que c'est un truc pour, genre, c'est comme ça qu'elle vole, c'est à ça que ça ressemble quand elle vole, ça ressemble à un vieux film dégueulasse, ou un truc de ce genre-là. Mais je trouve ça vraiment pas très bien foutu. Pourtant, tu vois qu'ils ont essayé de travailler le truc, mais il y a quelque chose qui va pas. Déjà, je comprends pas comment ils gèrent le ciel. Il y a un ciel, une nuit noire, absolument noire derrière elle. Il y a tous les éclairages de ville qui sont mis en place, et t'as une tache de nuage qui est encore en coucher de soleil avec un gros trou bien rouge dans le truc. Et mais du coup, on devrait pas être à ce point dans la nuit, et si on a une telle arrivée de lumière quelque part dans le ciel, est-ce qu'elle devrait pas être un peu moins diffuse, les sorcières, éclairées de façon diffuse, parce qu'elles-mêmes sont pas diffuses, éclairées de façon diffuse, que ça, parce que ça a pas l'air d'être aussi diffus que ça dans le reste de l'image, donc t'as un point très clair de lumière quelque part, donc c'est bizarre. À la fois, la lumière est censée être mieux faite pour coller, et en même temps, ça colle pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui va pas avec ces effets spéciaux. C'est pas les incrustations ici non plus, comme dans l'original. Les incrustations sont très bien faites. Ça doit être quelque chose dans la lumière. Mais il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je crois que c'était beaucoup mieux fait dans l'autre. Vite fait, j'ai entendu des gens sur Honest Trailer, qui ont fait un Honest Trailer sur le Hocus Pocus 2. Et j'avais vu leur Honest Trailer avant de voir le film, et ils avaient parlé de la scène qui se passe dans un Walgreens, donc un centre commercial. Et ils ont fait un commentaire du genre oui, la scène est beaucoup trop longue, ça dure beaucoup trop longtemps dans ce truc-là, etc. La scène fait même pas 1 minute. Il y a vraiment des fois ces trucs-là, tu te dis mais si vous avez pas de blague, mettez pas de blague, essayez pas d'inventer des trucs faux pour mettre une blague, c'est débile, enfin arrêtez quoi. Il y a un truc qui est mauvais dans ce Walgreens, c'est que quand elle rentre dedans, ils ont rajouté un bruit de paix sur le personnage de Mary. I'll give it a try. Et j'ai pas compris pourquoi. C'est arrivé à Mary dans le premier film d'avoir un renvoi à un moment du film. Et là, dans celui-ci, elle doit avoir 2 ou 3 renvois et elle lâche une petite casse avant d'entrer dans le Walgreens. Et tu fais, mais c'est même pas rigolo.
Enfin, c'est pas un paix qui arrête la conversation, un truc dans ce genre-là, c'est juste, elles sont en train de faire les ah, et il y en a une qui fait pfff, et c'est tout, quoi. Je me dis, mais c'est quoi cette blague de merde? Mais en dehors de ça, je pense que à peu près tout marche bien. Il y a un défaut que j'ai vraiment noté, le truc qui m'a fait bugger devant le film, c'est qu'à un moment, les sœurs Anderson sont en train de marcher dans la rue, elles passent à côté de chez quelqu'un, elles regardent par la fenêtre, et elles voient sa télévision. Et sur sa télévision, il y a Hocus Pocus. Comment est-ce possible? Comment est-ce que le film auquel vous faites une suite, dont les événements ont clairement eu lieu dans l'univers diégétique du film, peut contenir dans l'univers du film le film lui-même? Il y a un truc qui va pas du tout dans ce sketch. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont rajouté parce que ça n'a aucun sens. Donc c'est le sketch que j'ai pas compris du truc, quoi. Si j'avais un reproche vraiment à faire à ce film, c'est que dans le premier, tu sentais que t'étais toujours à 200% et dans le climax, c'était à 300. Le climax, la fin. Et là, dans celui-ci, tu sens que t'es à 150, 200% au début du film. Et le climax, si on était à 200, on retombe à 150. Et si on était à 150, on retombe à 100. Je trouve que le climax, c'est pas foufou. Il cherche pas à être foufou, cela dit. Il essaye de trouver une autre résolution qu'un gros climax avec des trucs qui explosent et des rayons laser et des machins de ce genre-là. Donc en ça, je le félicite. C'est charmant. C'était charmant comme petite conclusion et comme histoire de fin. Mais c'est vrai que c'est pas le grandiose qu'il y avait dans le film d'avant. Mais, grosso modo, ça passe très très bien. C'est une bonne suite qui respecte l'original. Et je ne peux que vous conseiller de la regarder. Et de regarder également l'original si vous ne l'avez pas vu. Il a très bien vieilli, contrairement à certains films que j'ai revu il y a pas longtemps, Spaceballs de Mel Brooks, parodie de Star Wars. Ah, ça a vieilli. ça a putain de vieilli. J'ai eu du mal à arracher un rectus en voyant le film, quoi. C'était... Donc voilà. Mais pour le coup, Hocus Pocus, je trouve que ça a plutôt très bien vieilli. Et donc, je vous conseille l'original et cette suite, qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, est une bonne suite. Ça fait même pas spécialement VOD et un peu cheap. Honnêtement, ça passe plutôt bien. Il y a un côté studio un peu visible dans les scènes qui se déroulent dans la forêt, mais quand tu vois la taille de la lune dans le ciel, tu comprends qu'ils ont fait exprès de donner ce côté un peu exagéré et peut-être un peu magique. Bon, évidemment, tu vois qu'elles ont vieilli, hein, toutes les trois. Déjà, elles étaient pas toutes jeunes non plus à l'époque. Bon, Sarah Jessica Parker plus que les autres. Mais c'était pas toutes jeunes non plus à l'époque. Mais alors forcément, 20 et quelques années plus tard, c'est sûr qu'elles ont pris un petit coup dans la gueule. Elles ont toutes gardé leur dynamisme. Elles arrivent toutes à être toujours aussi drôles. Elles sont toutes toujours aussi chorégraphiées dans tous leurs mouvements. Peut-être, tu sens qu'il y a certaines répliques où la langue fourche un peu. Tu sens que ça fatigue un petit peu, par-ci par-là. Mais elles étaient, je pense, pile poil au bon âge pour pouvoir faire une suite qui restait fun et où elles pouvaient encore garder suffisamment de leurs moyens pour faire un truc qui convenait aux personnages qu'elles avaient incarnés et créés à l'époque. Et je pense, ouais, que c'est un film plutôt agréable à regarder, plutôt fun, un bon hommage à l'original qui mérite qu'on le regarde à la suite. Chaque Halloween. Voilà pour mon petit avis sur ces deux Hocus Pocus. Prenez soin de vous. Regardez ou allez voir des films. Ciao!